Bonsoir à tous, je suis Sébastien d'Exfabrica. Exfabrica, qu'est-ce que c'est? C'est une, on va dire une agence, une société digitale de Marseille également. Donc on est presque voisins. Alors il y a mon président qui est au fond de la salle, donc il m'a dit surtout s'ils regardent la photo, tu leur dis qu'on n'embauche pas que des garçons. Donc je tiens à vous dire, il y a une fille sur la photo, il y en a une deuxième, mais elle tient l'appareil photo. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait surtout de l'application digitale, on fait ce qu'on appelle de la haute valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire en termes très simples? C'est-à-dire qu'on est très cher, mais on fait très bien. Il y a du prix. De quoi je vais vous parler ce soir? Je le découvre en même temps que vous. Donc je vais vous parler de l'écosystème qui s'appelle donc Azure Kubernetes Service, AKS, pour les aficionados. Alors juste très très rapide, il faut être très rapide. Est-ce qu'il y en a qui font du dev dans la salle? Juste pour savoir à peu près... Ah ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'il y en a qui gèrent des plateformes de dev ou des plateformes de prod dans la salle? Oh bah super, ça va. Bon, à vous je vais vous parler, les autres on verra plus tard. Donc l'écosystème, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord pour les développeurs en fait. Ils vont en général pousser leur code sur du Git. Et en fait, qu'est-ce que c'est le Git? C'est dans Azure DevOps, qu'on est tout au fond à droite là-bas. Et en fait, donc, ils poussent du code. Derrière, il y a un DevOps. Là, j'accélère, c'est fait exprès. Derrière, il y a un DevOps qui va développer à la fois des pipelines, qui va configurer ce qu'on appelle des ACR, donc des Azure Container Registry, qui est en bas à droite, et des AKS, donc des Azure Kubernetes Service. Et le DevOps, une fois qu'il a bien fait son job, on va réussir à pousser tout son code dans des images, puis dans des containers qui run dans l'AKS. Et s'il est vraiment super sympa, il va mettre en plus en place une gateway, qui est en bleu, avec les 3 flèches, et ça va permettre aux utilisateurs de se connecter à l'application finale. Ok? Ça, c'est l'écosystème complet. Là, je vais faire un zoom sur la partie Kubernetes. Kubernetes, qu'est-ce que c'est? C'est tout un tas de choses. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'accolades, déjà. Donc, ceux qui font du JavaScript, ils vont adorer. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Ce que vous voyez, les petites bestioles, là, les baleines avec les gros cubes sur le dos, donc c'est du Docker, pour ceux qui ne sont pas techniques. Autrement dit, il faut imaginer que c'est des toutes petites machines virtuelles. C'est des micro-machines virtuelles. C'est complètement faux techniquement, mais imaginez ça. Ces micro-machines virtuelles, on peut les regrouper. Ça s'appelle des nœuds. D'accord. Et donc ça, c'est la première couche d'abstraction conceptuelle d'Azure Kubernetes Service, ou de Kubernetes tout court, c'est les nœuds. Donc là, on voit qu'on a 2 nœuds d'API, un nœud web, parce que dedans, il y a une application web qui tourne. On voit que ces nœuds sont regroupés dans ce qu'on appelle des services. Les services, donc, il y a encore une couche au-dessus, donc ça va abstraire les regroupements de nœuds. Ok. Et ces services, c'est ce qui va vous permettre ensuite de communiquer vers l'extérieur et de configurer sur ce qu'on va voir juste après. C'est ce qu'on appelle les ingresses. On a vu, alors il y a mon chef qui m'a fait une blague parce qu'il avait déjà mis les volumes à gauche. Donc en fait, ces clusters, donc c'est des petits processus qui tournent sur eux-mêmes. Et en fait, lorsqu'ils ont besoin de stocker quelque chose, ils ont bien besoin d'un disque dur derrière. Ce disque dur est à l'extérieur de Kubernetes. Comment est-ce qu'on configure ce disque dur? Sur Azure, par exemple, on va créer des Azure Disks et on va configurer des volumes Kubernetes pour créer une passerelle de communication, donc grosso modo faire du read et du write entre les containers et les volumes. Qu'est-ce qui nous manque de l'autre côté? Donc côté disque, ça c'est bien au chaud dans le cloud. De l'autre côté, on a envie de communiquer avec l'extérieur, parce que si on fait des applications web que pour nous, c'est un peu couillon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans Azure, on va créer ce qu'on appelle des IP fixes. Oui, c'est ça, des IP fixes publics. Donc c'est la petite icône qui est en haut à droite. On va créer des réseaux virtuels. C'est les 3 petits points qui sont au milieu. Comme ça, je vous fais bosser votre mémoire photographique. J'ai pas mis le nom exprès. Et la dernière en bas, c'est une gateway que vous avez déjà vue dans le slide précédent. Une fois que j'ai créé toutes ces choses qui permettent de communiquer vers l'extérieur, je peux configurer ce qu'on appelle un ingress, donc la fameuse chose qui permet de sortir de Kubernetes et de communiquer vers l'extérieur. Donc de recevoir des requêtes et de répondre. Il y a aussi des outgress, mais on verra ça l'année prochaine. Et une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai bien fait mon boulot, qu'est-ce qui se passe? Je peux donner une URL qui fonctionne d'ailleurs si vous voulez vous amuser. Alors, j'ai pas payé de certificat parce que c'est juste pour ce soir, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez aller sur pastis.exfabrica.io et là, en fait, vous allez rentrer dans un Azure qui va ensuite vous faire communiquer avec une web app qui va vous donner des marques de pastis. C'est super utile comme application. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette marque de pastis, je vais la chercher en fait en live et j'expliquerai tout à l'heure en fait tout le processus. Excusez-moi, là, je vais revenir sur la partie un peu plus sérieuse qui est pourquoi utiliser un orchestrateur. Donc la première chose, c'est que j'ai déjà dit, c'est les containers. Tous ceux qui connaissent les containers savent qu'il y a tout un tas d'avantages. Il y a tout un tas d'inconvénients aussi, mais on n'en parle jamais. Mais il y a tout un tas d'avantages, donc c'est important de garder cette possibilité d'utiliser différentes stacks technologiques. Dans une seule solution, vous pouvez avoir envie de faire du Python, du C#, du Java, puis je sais pas jusqu'où vous voulez vous faire mal, mais voilà, vous pouvez mélanger toutes ces stacks.
Et donc tous ces stacks, vous pouvez les faire tourner ensemble dans un Kubernetes parce qu'il peut gérer, comme il peut gérer différents containers, il peut gérer différents containers avec différentes stacks dedans. C'est évident. La portabilité, Kubernetes aujourd'hui, vous pouvez le porter sur Azure, vous pouvez le porter sur GCP, vous pouvez le porter sur un cluster local. Donc de partout où vous voulez, vous pouvez le déployer. Pour automatiser, oui c'est ça, et également simplifier, c'est-à-dire tous ceux qui font du développement aujourd'hui savent que c'est du jetable, donc il faut tout le temps générer des containers pour tester, builder en local, faire des crash tests, faire, je sais pas moi, de la validation, par exemple du CSS sur une application, sur un navigateur web bien précis, sur un OS bien précis. Bon voilà, tous les containers permettent de faire ça. Ça permet également, bien sûr, de faire des développements automatiques, ce qu'on va voir juste après. Ça permet de faire du scaling. Ceux qui font du réseau ou qui ont connu comme moi à l'époque, votre patron qui venait vous voir en disant putain, il faut absolument que tu montes un deuxième serveur web pour la semaine prochaine. Bon, ben là, maintenant, il faut beaucoup moins d'une semaine. Il faut à peu près 12 secondes. Et enfin, parce que c'est de l'IA, oui, parce que c'est de l'infrastructure as code. Alors tous ceux qui veulent se la péter en boîte de nuit, c'est super. Tous ceux qui font de l'infrastructure as code, donc ça permet de faire du déclaratif, ou déclarer tout votre réseau, votre virtual network, vos IP, vos load balancers, et puis je dois oublier des choses, des gateways, etc. Vous le donnez dans un fichier texte autodescriptif, et ça vous pouvez le déployer après sur à peu près tous les clouds. Je mens un petit peu parce qu'il faut un petit peu adapter, mais ça marche. Quand utiliser un orchestrateur? Déjà tout le temps. Une fois que vous aurez commencé, vous pourrez plus vous arrêter. Et dans deux grands cas, c'est pour ça que je vous ai posé les questions. Le premier cas, c'est pour gérer en fait des environnements de développement. Vous avez des développeurs donc qui font du travail, qui font souvent des bêtises. Vous voulez pas leur faire péter des vraies machines, donc vous leur faites péter des containers. Ça coûte pas cher et ça remonte très rapidement. Ça permet de faire du build, donc pour faire du CI/CD, et je passe très rapidement. Et ça permet aussi de faire des post-prod. Vous pouvez faire, entre guillemets, j'exagère un petit peu, mais faire un dump complet d'un environnement complet de production, le copier, le dupliquer et le lancer à côté pour éventuellement analyser quelque chose qui se passe en prod, débugger, etc. et comprendre ce qui se passe. Et ensuite pour les environnements de production, donc ça je l'ai déjà dit, facilité de déploiement, facilité de montée en charge, facilité de monitoring, parce que la montée en charge et le monitoring, tout est fourni par défaut par Kubernetes. Il y a des gens qui ont réfléchi déjà avant nous. Je reviens sur mon exemple pastis.exfabrica.io. La pub, c'est super. Repository, donc en fait je repasse donc pour les non-tech surtout, je pense que les développeurs vont bailler maintenant. Mais donc ça c'est le repository, donc c'est là où on va pousser du code. Donc les développeurs c'est un repository public. Là j'ai poussé du code, donc là je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a en haut en fait on a des scripts Kubernetes, donc c'est K8S au fait, vous aurez compris, c'est l'acronyme de Kubernetes. Azure CI/CD donc c'est pour les scripts de pipeline. K8S Autoscale c'est pour l'autoscale. Et là en fait j'ai fait deux développements, une petite API qui permet de faire la recherche sur Google d'images de marques de pastis. Et à côté de ça je fais un peu de Fibonacci pour faire chauffer un peu le CPU. Et en frontal, j'ai Pastis Tech Web, qui est la petite application qui est sublime, avec un CSS qui fait à peu près 4 lignes, qui est disponible donc sur votre smartphone. Et voilà. Et je pousse tout ça sur les repositories. Et ensuite, je demande à mon super DevOps préféré de me builder un fichier Dockerfile. Là, je vous en ai mis qu'un. Le Dockerfile, encore une fois, ça vous permet de builder une image d'un container qui contient soit l'application web, soit l'API. D'accord? Ça devient votre brique par défaut Lego. Et ensuite, vous allez pouvoir jeter ces briques Lego dans l'ordre que vous voulez. Je passe très vite, je suis désolé. Fichier pipeline, là encore une fois, c'est un pipeline Azure. Ça ne pourrait pas être portable sur notre cloud, mais ça permet de scruter tout ce que les développeurs poussent sur le repository. D'accord? Donc si vous avez des développeurs, comme 90% des développeurs qui foutent rien de la journée, le pipeline ne se déclenchera jamais. Par contre, lorsqu'il va se mettre à travailler ou lorsqu'il va déraper sur sa souris et pousser du code sans faire exprès, le pipeline va se lancer et va pousser donc toutes ces images dans ce qu'on appelle l'Azure Container Registry. Là, c'est le fichier de déploiement. Qu'est-ce que c'est donc? Donc là, on commence à rentrer dans le Kubernetes. Donc si on avait 3 heures, on passerait au moins 1 heure sur ce fichier-là. En fait, on va décrire qu'est-ce que vous voulez dans votre déploiement. Un déploiement, c'est quoi? C'est un ou plusieurs containers qui vont tourner. Donc vous allez lui donner de la mémoire, vous allez lui donner du CPU. Vous allez lui dire, par contre, s'il dépasse telle mémoire, s'il dépasse tel CPU, tu le tues. S'il dépasse telle mémoire, tel CPU, tu vas peut-être créer un autre réplica set, etc., etc. Donc c'est là où vous configurez votre application, votre réseau, les dépendances et les ressources techniques, les ressources CPU, RAM, etc. Fichier de déploiement, cette fois d'Ingress. Donc là, grosso modo, vous faites un Nginx. Si vous ne connaissez pas Nginx, donc c'est simplement un petit serveur qui vous fait du... excusez-moi, j'ai perdu le nom, c'est pas grave. Donc Nginx est très connu en fait pour faire tout ce qui est entrée réseau sur vos systèmes web, par exemple, ou vos API.
Et donc là, vous avez juste une déclaration Nginx. Donc c'est un ingress qui utilise Nginx. Ingress peut utiliser différentes solutions. Vous avez Traffic, vous avez par exemple sur Azure, vous avez Gateway Azure directement. En fait, il y a différentes solutions qui s'appliquent à l'entrée de requêtes HTTP. Là, j'ai fait du Nginx parce que c'était le plus rapide. Vous reconnaissez juste l'URL, pastis.exparuca.io. Ça veut dire que je vais rerouter les URL qui arrivent, les requêtes qui arrivent sur cette adresse. Je vais les rerouter sur un type de container. Et plus exactement sur un service. Alors normalement, encore une fois, si j'étais dans une démo, voilà ce que je taperais. Donc kubectl apply, et donc en fait, j'applique les fichiers déploiement que je vous ai montré juste avant. Donc c'est une requête, une commande toute simple. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est un superbe outil. Là, ça doit faire rêver s'il y a des designers dans la salle. Là, ils doivent se crever les yeux. Donc ça, c'est un outil qui sert à gérer. Il y en a plusieurs. Vous inquiétez pas, il y en a des plus jolis, mais ça, je l'adore parce qu'il est tout petit. Et permet de gérer votre cluster Kubernetes. Donc en fait, là, vous voyez tout ce qui tourne dans votre cluster. Et donc pour l'instant, il y a 95%, c'est de la technique. Tout ça, c'est des services DNS, c'est des services réseau, c'est des services ingress. Tout, il est en train de scruter tout ce qui se passe sur le cluster. Et lorsque j'aurai effectué donc cette requête, enfin cette commande-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, la différence entre les deux, je suis désolé, ça se voit pas très bien, mais c'est tout en bas. Vous voyez apparaître, il faut pousser la plante, hein, désolé, j'adore la nature, hein, c'est pas la question. Mais Pastistech, voilà, on vient de créer un namespace Pastistech et on vient en fait de déployer un Pastistech Web et Pastistech API. Donc une API, une première API, donc c'est un premier container d'API, un premier container web, et donc hop, je suis prêt en quelques secondes à répondre aux requêtes. Qu'est-ce qui se passe sur le site web? Alors pour tous ceux qui n'ont pas de smartphone, grosso modo, si vous allez sur le site, vous allez voir une page qui est, comme je vous l'ai dit, déjà superbe, parce qu'il y a du pastis dessus. Et en fait, elle va se rafraîchir toutes les 3 secondes. Je suis en retard, c'est ça? Et en fait, je vais bourriner l'API qui est derrière. Pourquoi je bourrine l'API qui est derrière? Parce que je vais finir ma démonstration sur un truc un peu plus intelligent, c'est la gestion de l'autoscale. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux, en faisant les 2 petites lignes, les 2 premières, les autres c'est juste pour faire du check, je vais créer ce qu'on appelle, je vais demander à Kubernetes de gérer l'autoscale de mes services, et donc de mes nœuds. Parce que vous vous rappelez, les services contiennent des nœuds. Et les nœuds contiennent des containers. Et en fait, en lui disant ça, je lui donne des limites et je lui dis voilà, tant que à partir du moment où je dépasse tant de CPU en moyenne sur tel nœud et tant de RAM sur tel nœud, augmente-moi les réplicas 7, donc autrement dit, duplique-moi le nœud. Faut pas trop le dire, non, sur internet ça. Et j'ai pas fait exprès. Et par contre, je donne des limites parce que je veux pas qu'il me duplique à l'infini, sinon je vais écrouler mon cluster. Donc je vais lui dire bah, tu me répliques maximum jusqu'à 6 fois. Gestion de l'autoscale, donc encore une fois, il faut me faire confiance. Ici, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je repousse Madame Laplante. Il y a 2 namespaces, donc dans le namespace, il y a 2 nœuds pour l'instant. J'exécute l'autoscale et si je fais tourner plusieurs clients qui bourrinent mon application, en fait, automatiquement, il va passer, donc là je me souviens plus, mais il était passé donc à 4 API, 4 nœuds d'API et un seul frontal. Autrement dit, vu que je bourrine et que j'ai fait du Fibonacci en faisant de la recherche Google Search dans mon API, forcément elle consomme un bloc de CPU et de RAM, donc c'est elle qui va scaler en premier. Le serveur web, il fait que pousser une seule fenêtre, donc c'est très simple pour lui. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul nœud. Mise à jour de l'application web, donc autre bon côté de Kubernetes, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. J'ai fait une mise à jour de mon application, j'ai fait du nouveau code. Donc là, par exemple, j'ai changé mon CSS tout pourri qui est tout gris et je l'ai mis en jaune parce que le jaune c'est bien parce que c'est le pastis. Et je veux faire une mise à jour. Donc je vais faire simplement une petite modification de mon script tout en bas à droite, tout au fond à droite, pardon. C'est 2 points yellow. Donc j'ai fait une version qui s'appelle yellow parce que je veux une application yellow. Ça pourrait être V1, V2, V3, V4. Et je vais lui demander de la déployer. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Alors encore une fois, il faut me faire confiance parce que c'est pas dynamique, c'est du PDF. Mais mes nœuds vont être automatiquement reloupés, je ne sais pas comment on dit en français, déployés les uns après les autres. Dès qu'ils ont répondu à une dernière requête de la version courante, la suivante, ils vont la répondre avec le nouveau nœud. D'accord? Donc tous les nœuds vont être remplacés les uns après les autres. Qu'est-ce qui se passe pour le client? Il n'y a aucune rupture de charge, c'est-à-dire que le client, à l'instant T, il fait une requête, il a toujours son application ancienne, j'ai envie de dire, sur la version N-1. Et puis à la requête suivante, il va passer sur la nouvelle application, donc là qui se voit bien parce que c'est bien jaune, et le déploiement s'est fait sans aucune rupture de requête, rupture de service. Bilan, je vous laisse lire, Kubernetes c'est le futur, si vous voulez être le plus fort, faites du Kubernetes. Donc en fait la portabilité, je l'ai déjà dit, accepte toutes les stacks technologiques, donc ça permet de faire communiquer des gens qui ne communiquaient pas avant, des gens qui font du Python, des gens qui font du Java, des gens du .NET. En général, si vous les enfermez dans la même salle, ils s'entretuent. Donc là, pour une fois, ils peuvent travailler ensemble. Gestion intelligente des ressources, comme vous l'avez vu, l'autoscale, il se gère tout seul, si vous lui donnez les bonnes limites.
Et mise à jour rapide de tout ou partie, ceux qui font du canary release par exemple, ça leur permet de déployer un nœud après l'autre et de vérifier que petit à petit la mise à jour se passe bien, qu'il n'y a pas de retour d'erreur, qu'il n'y a pas de retour de surcharge et on peut continuer. Alors j'avais préparé ça parce que je pensais que je serais le dernier à passer, mais je ne suis pas le dernier, mais bientôt on ira manger. Merci à tous.